reprend le live donc dans la dernière partie avec Sir Abdelaziz Belkhoja qui est auteur, éditeur. Bonsoir. Bonsoir Emel. Je suis ravie de vous recevoir, Abdelaziz. Pareillement, très ravie. Ça, c'est un livre que je connais. Je ne sais pas si j'ai la même édition ou pas. Je pense que non. J'ai une autre édition. Elle vient de sortir, celle-là, il y a quelques Elle est mois. très jolie en plus. Il y a deux Ça, mois. c'est le retour de l'éléphant. Pourquoi je ne sais pas pourquoi ce retour, cette Ça fait 20 ans. revisite, pourquoi vous revenez au retour de l'éléphant? Eh ben, on fête les 20 ans. C'est l'édition des 20 ans. D'accord. C'est un livre qui a continué à vivre, très bizarrement, parce que je pensais qu'après la Révolution, il allait mourir. Mais il a continué à vivre. Parce que le rêve s'est réalisé, parce que vous pensiez que le rêve s'est réalisé après la Révolution, c'est ça? Pas seulement, parce que surtout, c'est un livre qui a été écrit contre le système à l'époque, d'une façon complètement tournée. Et c'était vraiment pour dénoncer le système, pour dénoncer toutes les petitesses, etc. Tout en faisant rêver, bien sûr, le Tunisien. J'en ai profité pour faire rêver les gens. Mais comme c'était fini, après on pouvait tout dire, après 2011. Après 2011, voilà, liberté d'expression totale, alors que lui a été écrit sous la dictature. Donc automatiquement, je pensais qu'il n'allait pas survivre, puisque justement, on est devenu complètement libre. Mais bizarrement, il a continué à être demandé. Donc j'ai continué à le publier. Et comme cette année, nous sommes en 2023, et lui, il a été publié en 2003, ben, j'ai fait l'édition du 20e anniversaire. Et j'ai été vraiment, mais alors là, super bien secondé, non, mais honoré par la nouvelle librairie Le Kiteb, qui a décidé de faire une très belle expo autour du livre. Un événement, d'ailleurs l'expo, elle se tient toujours. Elle se tient toujours à l'espace de Al-Kiteb, à Mutuelleville, donc, voilà, donc les gens peuvent toujours aller la voir. Rue Jugurtha, 108 rue Jugurtha. Avenue Jugurtha. Avenue Jugurtha. Ouais, il mérite une mais avenue. il n'y a pas une avenue Hannibal, par contre, mais il mérite Jugurtha, ça c'est vrai. Un peu, oui. Pourquoi pas, oui, parce que je pense qu'Hannibal aussi mériterait pas une avenue, mais un peu plus. Une considération beaucoup plus lourde, beaucoup plus grand. Il est honoré dans le monde entier. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On parlera de lui dans 5000 ans. S'il y a un seul Tunisien dont on parlera dans 5000 ans, c'est lui. Ce sera Hannibal Barca. Voilà. Revenons à l'exposition Abdelaziz Belkhoja. Donc, le livre, curieusement, moi, j'étais en train de feuilleter quand vous parliez. Je me suis dit, peut-être que je vais tomber sur une illustration ou deux, mais il n'y a que le texte. Il n'y a pas d'illustration. Ouais. Par contre, il y a une exposition faite par des peintres, voilà, autour du livre. Exactement. L'idée, il est venue comment? Qui sont ces peintres? Et comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont travaillé sur le livre, sur l'histoire du livre pour la transformer en une exposition de peinture? En fait, c'est la libraire Salma Jabès qui m'a appelé, qui m'a dit ramène-moi des exemplaires du retour de l'éléphant. Des exemplaires du livre. Voilà. J'ai été, elle m'a expliqué, elle m'a dit voilà, j'ai mis une commissaire d'exposition et on va donner le livre à lire à plusieurs peintres pour qu'ils s'inspirent pour faire des peintures. D'accord. Et ça a été quand même assez rapide parce que ça c'était en tout début d'année et l'expo s'est faite le 23. Donc, le 23 c'est le lundi dernier. Lundi, exactement. Ah d'accord. L'expo s'est faite le 23, donc ils ont eu à peu près 20 jours pour faire leur tableau. Et moi j'ai été très agréablement surpris parce que d'abord, il y a plein de tableaux. Il y a combien 26, de tableaux? Je crois. 26. Oui, je crois qu'il y a 26 tableaux. Ah, c'est à quel étage de la librairie ou c'est un peu partout? Il y a une galerie dans la librairie. Oui, dans la galerie. Al-Galerie, c'est au deuxième étage, je crois, oui. Qui est le 1, 2, 3, 4, qui est le 4e niveau, parce qu'il y a un sous-sol aussi assez où ils exposent des livres, donc c'est le 4e niveau. Et c'est très bien exposé, la vérité, elle est magnifique, la galerie. Et j'ai été, bien sûr, j'ai été le plus content de tout ça, parce que voir son imagination dessinée, concrétisée par des peintres, c'est une belle histoire. Donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a même ému. Et voilà. Vous retenez les noms des peintres? Ils sont combien?
Ils sont une dizaine. Une dizaine, oui. J'ai des noms sur moi. C'est pas grave. Voilà, mais il va me falloir farfouiller un peu. C'est pas grave. Donc félicitations à ces peintres. Mais sinon, comment elle a eu l'idée? C'était à l'occasion de la parution de la nouvelle édition de 2023, c'est ça? Oui, je crois que la librairie El-Kiteb voulait lancer la galerie avec une expo qui concerne directement le livre. Un livre. D'accord. Et elle a dû penser au retour de l'éléphant parce que c'est un livre, d'abord c'est un livre qui est hyper connu. Et en plus, le contenu du livre qui parle du retour de Carthage, etc., permet aux peintres vraiment de s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup aussi de symboles. Beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imagination. Et les symboles sont énormes de Carthage. Ils sont très forts, l'éléphant, le Tanit, Hannibal. Vous connaissez le livre par cœur à Abdelaziz Belkhoja puisque vous êtes l'auteur. Oui. C'est vous qui avez inventé tout ça. Oui. Si je vous demande de choisir un petit passage de quelques lignes, un petit paragraphe, ce serait à laquelle des pages? Ce serait en fait le paragraphe le plus significatif. En fait, il est avant le livre. C'est une note. Parce que cette note-là, elle explique le tout, parce que le livre, c'est une grande blague. Il n'est pas très sérieux. Mais la note explique tout ça. C'est juste en début. C'est la note de l'auteur, c'est ça? Voilà, exactement. Oui, mais je pense que cette note, vous l'avez insérée dans le livre parce qu'il y avait danger en 2003 quand même. Se moquer de cette façon du pouvoir, des gens qui sont au pouvoir, de la famille qui est au pouvoir, de Ben Ali, un peu de ses gendres, de la famille des Trabelsi, parce qu'on trouve des exemples vraiment qui donnent des fous rires, c'est vrai, mais c'était un peu périlleux quand même. Oui, mais non, c'est la un peu note. dangereux, non? Non, la note n'a rien à voir. Vous voulez la lire? Oui, avec plaisir, bien sûr. Alors, dans 50 ans au mieux, le pétrole sera épuisé. En un siècle, à peu près de 1950 à 2050, les Arabes auront eu en main la plus grande fortune de l'histoire de l'humanité, et ils l'auront dilapidée comme le font les héritiers écervelés. Ils auront eu de quoi élever leur communauté au firmament de la civilisation. Pourtant, ils n'auront fait que la rabaisser encore et encore, jusqu'au dénuement absolu. Ce petit livre pas très sérieux est l'antithèse de cette fatalité. Mon but n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, il est d'amuser, peut-être aussi de faire un peu rêver. Un grand philosophe disait « Les gens normaux ne savent pas que tout est possible ». Hannah Arendt. Je vous en prie, en lisant Le Retour de l'éléphant, ne soyez pas normaux. La Grande Carthage n'est pas une légende, elle était là sur le même sol que vous foulez, et elle fut la plus grande puissance de son temps, la plus riche cité de l'univers, à une époque où seul le génie faisait la grandeur, ils étaient les meilleurs. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un peu gentil. Moi, je suis neutre. Je suis parmi les lecteurs. Je suis neutre. Je prends de la distance. C'est en quelque sorte une façon pour détourner le regard du tortionnaire du sens du livre. Voilà. Moi, je parle d'Arabie, des riches du Golfe qui détiennent la richesse la plus grande richesse de l'histoire, mais qui l'ont comme ça, qui l'ont dilapidé, qui l'ont jeté comme ça, sans en construire une civilisation, un monument qui a du sens pour l'humanité, même pour leurs descendants et pour leur peuple aussi, pour leur population. Oui, en fait, en 2003, nous aussi on était dedans. En 2003, aujourd'hui la seule différence entre la Tunisie et le monde arabe, c'est que nous avons la liberté d'expression. Nous pouvons pratiquement tout dire aujourd'hui. C'est la seule différence. Avec le décret loi 54, je pense que ce n'est plus le cas d'Abdelaziz Belkhoja, mais bon, continuons à tout dire. Oui, quand même. Assumons. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur. On n'a plus peur du tout en Tunisie. On a perdu la peur en décembre 2010, les Tunisiens. Et à l'époque, on avait toujours peur. Et en fait, on était dans exactement le même mode de pensée que tous les Arabes, que tous les pays arabes, du Maroc jusqu'en Irak. Et donc, c'est ça aussi. C'est parce que, pourquoi, par exemple, est-ce que la révolution, elle est partie comme une traînée de poudre, du Maroc jusqu'en Chine?
Oui, il y a eu une révolution en Espagne, au Pourquoi? Canada. Non, mais tenons-nous-en au monde arabe. Oui. La révolution, elle a eu lieu partout, là. Mais il y a des pays qui l'ont caché. En Arabie Saoudite, ils ont dépensé 300 milliards de dollars pour faire taire les gens. C'était incroyable. Dans tous les pays, ça a bougé. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est parce que nous avons exactement les mêmes douleurs, les mêmes maux, les mêmes catastrophes. Nous vivons les mêmes catastrophes. Quand il se passe quelque chose en Algérie, les Tunisiens la ressentent. Et là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose quand même extraordinaire. C'est la chute de la dictature. Et il ne faut pas faire d'anachronisme. À l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça a fait bouger tout le monde parce que nous avons exactement les mêmes mots. C'est tout, là. C'est aussi simple que ça. D'accord. Vous avez pensé écrire un livre dans ce même genre, mais qui parle de ces 10 années, de ces 10 dernières années, y compris l'époque où nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les 2-3 dernières années, Covid, les querelles au sein du Parlement, les différents gouvernements, la chute du gouvernement Farfer, le gouvernement Mechichi, le personnage de Qais Saïed, ce qu'il a fait depuis le 25 juillet, tout ça. Ça ne vous vient pas à l'esprit, Abdelaziz? Si, bien sûr, mais je crois que la réponse à tout ça, il faut qu'elle soit quand même beaucoup plus directe et vigoureuse qu'un roman. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la possibilité de s'exprimer, comme aujourd'hui, on a la possibilité d'écrire des articles, on a la possibilité de créer un mouvement, un parti, etc. Aujourd'hui, la résistance, elle est démocratique, elle est plus directe. Le roman, c'était vraiment parce qu'il n'y avait aucun moyen d'expression à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a le sujet, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Mais attention, nous sommes toujours dans une période d'excitation mentale où les gens là, ne sont pas aptes à lire aujourd'hui. Les gens lisent beaucoup moins qu'avant la Révolution. Ça, c'est vrai. Parce que nous sommes en ébullition. Quand on voit un livre, vu qu'il se passe des choses tous les jours, on a tout de suite l'impression que le livre, il est fini. Il est dépassé. Il est dépassé. Donc, peut-être que ça viendra plus tard. Par contre, j'ai écrit un livre quand même qui est très politique. Celui sur le 14 janvier. Non, c'est une étude. Ça, c'est un essai, vraiment. J'ai rien inventé. C'est un dossier du tribunal militaire avec tous les interrogatoires que j'ai compulsés avec Tarek Chakhrou pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Au fait de rassembler un tout petit peu une partie du puzzle, finalement, parce que tout est éparpillé, nous ne détenons toujours pas la vérité sur ce qui s'est passé depuis... quand même. Puis le 17 on a décembre, pas mal de choses. Enfin, on a certaines choses. Voilà. Il faut juste se concentrer parce qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs, aux histoires qu'on entend ça et là sur des interventions étrangères, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit vraiment les dossiers et les interrogatoires, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus terre à terre. Il y a eu ça, ça a entraîné ça, telle personne a appelé cette personne, tel groupe armé s'est dirigé par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose. J'entends souvent des chercheurs qui disent que depuis des années, depuis Condoleezza Rice, etc., mais moi je veux bien savoir ces choses-là, ces théories-là, quels effets elles ont eu sur le terrain. Parce que sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est que Ben Ali est sorti du palais de Carthage, il est parti à l'aéroport, et ensuite il a pris la décision de partir, de monter dans un avion. Un chef d'État, d'accord, qui quitte son pays pendant une révolution, et il n'a pas eu tort, Béji, pour une fois. C'est une désertion. C'est une désertion. Et personne ne l'a poussé à partir. Personne. C'est pas vrai que quelqu'un l'a poussé à partir. D'accord? Mais ça, ce sont des faits. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on peut mettre dessus toute la théorie qu'on veut. On s'en fout. La théorie, elle n'explique pas les faits. Alors, les faits sont là, et on a la justification des faits. Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Etc. Tout ça, nous l'avons. Il y a très très peu de choses qui manquent. Il y a quelques coups de fil qui manquent, c'est tout. Quelques enregistrements. Je sais qu'il y a 3 CD, il y en a 2 qui sont devenus publics, il y en a un qui est toujours caché.
C'est tout ce qui manque. Mais on peut... C'est les CD des écoutes téléphoniques, Exactement. c'est ça, des communications qui ont eu lieu entre Voilà. Ben Ali et d'autres Voilà. responsables Il y en a dans qui sont l'État. sortis. Il y en a ceux qui Et d'ailleurs, elle... très très peu. on C'est était- la BBC maintenant, c'est la Voilà. BBC qui en détient les droits, qui a la propriété de ces enregistrements. Et moi personnellement, je ne sais pas ce que la chaîne va en faire. Parce que C'est un l'institution de la documentaire. BBC, oui, un Il est doc- pris, il est pris. quand est-ce qu'il sera Mais il est diffusé? pas mal du Point tout. d'interrogation. Il est pas mal le documentaire. Au début, j'ai eu peur, moi, parce que j'ai très peur des. Je crains les manipulations de l'histoire. Mm. Je les crains beaucoup parce que on a l'impression que c'est pas important, mais c'est désastreux au niveau psychologique des gens, de tout le monde, d'un pays, les manipulations. Mais d'après les garanties que j'ai eues, il est assez respectueux de ce qui s'est passé, le documentaire. Et il va sortir un jour ou l'autre, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais en tout cas, il était déjà prêt l'année dernière. Enfin, j'espère Parce que que je ça sais. va reconstituer la vérité, les choses telles qu'elles se sont Ouais. passées, effectivement. Il y a aussi Hannibal, la bande Ouais, dessinée, toujours. c'est ça? Elle est nouvelle? Elle est récente, celle-là? Oui, oui, elle est récente, elle est sortie. Enfin, quand même, elle est sortie en 2021, je crois, l'été 2021. Vous allez voir la date dessus, non? C'est 2021, Voilà, 2021. effectivement. Le dépôt légal, c'est 2021. Elle est sortie l'été 2021. Donc les textes sont écrits par vous Oui, et les illustrations? c'est des illustrations par. Écoute, ça fait C'est pas écrit 20 sur ans le- que je c'est suis pas avec écrit lui. sur Si, le- il est là. Ça fait 20 ans que je suis avec lui, c'est Arabian Rehi. Ah, Riyahi, d'accord. Dessin à Riyahi, parce qu'il n'y a pas le petit nom, enfin le prénom, voilà. Et donc ça reconstitue, ça reprend toute l'histoire de Hannibal ou Pour bien résumer. une partie? C'est un résumé. Un résumé. C'est vraiment pour. C'est écrit pour les enfants, c'est écrit d'une façon très simple, D'accord. pour leur donner une idée, parce que moi, quand j'étais ado, ou après-ado, c'est comme ça que je me suis intéressé à l'histoire de la Tunisie et que j'ai commencé vraiment à aimer mon pays. C'est en lisant un texte sur Hannibal. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de leur Un transmettre texte. ça. C'était pas une bande dessinée, c'était un texte. Non, c'était un en fait. texte, il n'y avait pas de bande dessinée. Et donc c'était un texte tellement bien écrit, ça Ouais, vous a ouais. fait tomber amoureux de toute l'histoire de Hannibal et de Carthage? En fait, ça m'a choqué. Ah, Oui, ça m'a choqué, mais vraiment un choc. Je m'en souviendrai toujours. Je devais avoir. Moi, je n'étais pas très petit, j'avais 14 ans. ah, Et l'article était un article dans une encyclopédie. Et Hannibal, franchement, à l'époque, on avait vraiment une image très caricaturale du personnage, comme la traversée des Alpes, les batailles, et puis la défaite. Mais quand j'ai lu cet article-là, je me suis aperçu que la dimension du personnage n'a rien à voir. Elle est extraordinaire. Hannibal, c'est vrai que sa dimension militaire a écrasé le reste, mais le type, c'est un politicien de folie. Il avait un programme politique, mais extraordinaire, celui de la Fédération de la Méditerranée. Il voulait que tous les États soient confédérés, c'est-à-dire chacun, il a sa souveraineté, d'accord, et sa liberté pour les gens de vivre comme ils veulent, de croire en ce qu'ils veulent, d'avoir les lois qu'ils veulent, etc., etc. Mais tout ça au sein d'un ensemble pour qu'on puisse commercer ensemble, pour qu'on puisse vivre surtout dans la paix. Donc c'était un projet qui est extraordinaire, qui a été détruit par Rome, qui elle avait la vision de l'impérialisme. Rome était impérialiste. Et donc en fait Hannibal, le grand personnage de Carthage, était l'agent de la liberté, de la liberté des peuples et de la dignité de leurs dirigeants, disons. Donc et tout ça c'est écrit là. Tout ça c'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. Hannibal, quand il va en Italie. il y a des historiens qui sont spécialisés en l'histoire de Carthage et je crois spécialisés en Hannibal lui-même. Il y en a plein. Mais il faut revenir aux sources là. Faut toujours- C'est-à-dire les documents qui sont détenus par les Italiens, c'est ça? Non, en fait, en matière d'Hannibal, en matière de Carthage, tout ce qu'on sait pratiquement vient principalement d'un auteur qui a écrit 50 ans après Hannibal. Et après lui, c'est mon Polybe. Le premier s'appelle Les Polybe. Polybe, oui. Et le second s'appelle Tite-Live. Il a écrit à peu près 120 ans plus tard. D'accord. Et Polybe est un grec qui était otage à Rome,
qui a écrit en grec donc. D'accord. Et Tite-Live était un Romain qui écrit donc en latin. Et les deux textes de l'Antiquité, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, c'était les textes les plus intéressants pour les étudiants, parce qu'il y avait la guerre, il y avait la stratégie, la tactique, il y avait la politique, il y avait les familles, les Barca d'un côté, les Scipions de l'autre. Donc c'est des textes qui ont fasciné des générations et des générations d'étudiants. D'accord? Et c'est pour ça que cette histoire nous est parvenue. Mais il y a beaucoup de textes qui ont disparu, malheureusement. Les textes des Carthaginois ont tous disparu. Ah oui. Les Ils ont disparu avec Carthage, j'imagine, c'est ça. Et Détruits, donc. même après, il y a eu une censure terrible pendant 5 siècles au moins. D'accord. Et même les textes. Mais il faut dire pourquoi censure, parce que c'était Rome qui gouvernait sur le sol tunisien. Bien sûr. Elle a détruit Carthage et par la suite elle s'est mise à la place de Carthage. En fait, Rome, après avoir détruit Carthage, elle a éliminé son principal ennemi. Donc, pour elle, la conquête du monde était devenue quelque chose de facile, très facile. Et lorsqu'elle s'est mise à conquérir le monde, elle ne pouvait pas accepter l'histoire de cet Hannibal qui l'a humilié des centaines de fois. Donc il y a eu une grosse manipulation pour garder à Rome ce prestige de la puissance La place impériale. du vainqueur, en fait. Oui, voilà. Donc ils ont changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'auteurs qui malheureusement ont disparu. On n'a que des fragments. C'est très frustrant, mais on a quand même des fragments. Dans l'exposition, il y a un portrait de Hannibal. Il y a même un buste. Il y a même un buste. Oui. Un buste dessiné. Non, un buste sculpté. Ah, un buste, donc, très bien. Oui, Conçu et buste, sculpté. voilà, Très bien. sculpté par Mourad Ben Brika, qui est un très grand sculpteur, qui a fait un travail vraiment magnifique. Donc vraiment, j'invite nos auditeurs à aller le voir. Et les peintures sont vraiment très agréables aussi, elles sont belles. Et puis la librairie elle-même mérite d'être visitée, franchement. Justement, effectivement. Donc, allez à l'avenue Jugurtha, Voilà. à la librairie El-Kitab pour voir l'exposition et les livres qui sont dans la librairie. Voilà. Merci infiniment, Abbas. C'est moi très ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Et bon vent pour le retour de l'éléphant, pour l'exposition et pour les prochains livres aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Paris, Alors, ainsi se termine mon live pour ce soir. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis, qui ont laissé des commentaires sous les vidéos. Merci infiniment et à jeudi prochain. Au revoir. Et voilà, le live ne veut pas finir.